Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour votre rendez-vous hebdomadaire décryptant. Et notre débat ce soir, nous allons le consacrer à un thème plus que jamais d'actualité et qui d'ailleurs cette semaine a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la présence française en Afrique, une présence qui ces dernières années s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Dernière débâcle pour Paris, elle est survenue jeudi dernier, lorsque les autorités tchadiennes ont dénoncé les accords de défense avec la France, alors que le président sénégalais a lui annoncé sa volonté de fermer les bases militaires françaises dans son pays. Véritable douche froide pour la France, pour le pouvoir en France. Ces dernières annonces le font carrément sortir du continent, de la petite porte, lui qui avait déjà perdu ses intérêts au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Nous allons donc revenir dans cette émission sur la genèse de cette influence française en Afrique et de ce qu'on a longtemps appelé France-Afrique, ce système politique qui a fait tant de mal au continent. Nous allons tenter de le décrypter, de connaître ses rouages et tout ce qui a permis de générer ce sentiment anti-français qui, il faut le dire, est peut-être à l'origine de ce que nous vivons actuellement sur ce continent. On va en débattre avec nos invités ce soir. D'abord sur le plateau, Hassan Rassimi, expert en questions géopolitiques et sécuritaires, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Rassimi. Et puis Kamel Mansari, notre consultant à Canal Algérie. Bonsoir, Kamel. Vous êtes également directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Et depuis Paris, nous avons aussi le plaisir d'avoir Sédik Abba. Bonsoir, Monsieur Abba. Vous êtes universitaire et écrivain. Vous êtes également président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, auteur de nombreux ouvrages également sur le Sahel, notamment celui intitulé Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation. Merci d'être avec nous, Monsieur Abba. C'est un immense plaisir d'être à cette émission. Alors, avant d'entamer le débat sur la thématique de ce soir, peut-être un mot sur l'actualité tourmentée en France, après la motion de censure adoptée au Parlement qui a fait tomber le gouvernement de Barnier, 3 mois à peine depuis sa prise de fonction. C'est peut-être étroitement lié à ce que nous allons dire tout au long de cette émission ce soir. C'est dit qu'à bas, cette crise budgétaire et même multidimensionnelle qui ébranle la France aujourd'hui émane d'un système de plus en plus défaillant. Perdre l'Afrique n'arrange pas les affaires de la France, du pouvoir en France. Absolument, parce que pendant longtemps, l'Afrique a été le moyen d'influence de la France. C'est grâce à l'Afrique que la France a gagné son statut de puissance dans certaines enceintes. Les voies africaines, l'influence diplomatique de la France était liée au soutien qu'elle pouvait compter sur le continent africain. Et à partir du moment où son influence a diminué sur le continent africain, des problèmes se sont posés à elle, à la fois sur le plan international et sur le plan interne. Parce que l'Afrique contribue pour beaucoup, on va revenir là-dessus, à la prospérité de la France, à la richesse de la France. L'exploitation des matières premières africaines a beaucoup profité à l'économie française. Et l'existence du franc CFA, le franc CFA qui est une monnaie, disons, un héritage colonial, a beaucoup profité à la France. Moi, je viens du Niger et vous savez tout l'intérêt que la France a pu tirer de l'uranium du Niger. Et je pense que l'uranium du Niger a plus profité à la France qu'il n'a profité au Niger, parce que si vous regardez aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité au Niger est inférieur à 30%, alors que l'uranium du Niger sert à l'électricité qui est d'origine nucléaire en France, qui affiche sans doute un taux d'accès à l'électricité de 100% contre moins de 30% pour le Niger. Très bien, tous ces aspects, nous allons les aborder en long et en large durant cette émission. Donc, on l'a compris, la politique française sérieusement mise à mal. Kamel Mansari, cet échec dont on parle ce soir s'est illustré aussi sur le continent. On l'a vu dernièrement, la France devient
persona non grata en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Cela représente un tournant historique, mais surtout un coup dur pour la France, sommet de fermer ses bases militaires au Tchad et au Sénégal, deux alliés stratégiques pour le pouvoir en France. Cela, sans doute, émane de raisons valables. Bien évidemment, ça a été d'abord une revendication populaire, il faut rappeler ça. Donc les régimes en place sont en train de répondre à une pression populaire. D'un côté, de l'autre, il y a même les partis d'opposition qui faisaient en sorte à ce que qui accusaient ces régimes-là d'être sur place parce qu'ils sont soutenus par la France. Oui. Donc il y avait cette dualité, ce défi qui était posé pour les régimes et en même temps pour les oppositions et notamment pour tous ceux qui aspiraient à ce que leur pays redevienne souverain. Donc aujourd'hui, la France, elle a essuyé des revers en Mali, donc partie du Mali, partie du Burkina Faso, de la République centrafrique. Certes, il reste quatre autres bases, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, le Togo et le Gabon. Aujourd'hui, c'est et Djibouti aussi, aujourd'hui c'est le Tchad. Oui, oui, mais le Tchad, c'était la plus importante base militaire. C'est un allié stratégique. Oui, d'abord parce que toujours, mais y compris Déby a toujours été soutenu. Rappelons-nous, lors de la prestation de serment Mohamed Déby, le président Macron était présent. C'est pour démontrer avec quel aplomb et quelle audace la France est en train de soutenir ce pays-là, bien évidemment parce qu'il y a 4000 soldats français. Donc forcément, il a été un pays important, mais pas face à la pression populaire, face au fait que même le Tchad a été accusé par le Soudan d'entretenir la crise et de participer, de faire de l'ingérence dans ce pays-là avec une couverture française, ce qui a mis à mal la crédibilité de l'État tchadien. Donc, il y a un changement, il y a de nouveaux paradigmes qui se posent en Afrique, c'est le fait que de nombreux pays, nombreuses populations ont compris que leur sous-développement, que leur situation précaire dans n'importe quel domaine sont dues au fait que les richesses qui leur appartiennent ne leur reviennent pas, mais partent justement au profit à la France. Votre invité avait évoqué la question du franc CFA. Oui. D'ailleurs, l'appellation du franc CFA, elle est humiliante pour ces pays, les 15 pays qui les utilisent aujourd'hui. CFA signifie colonie française d'Afrique. Vous imaginez un système bancaire établi depuis 1945, alors que le gouvernement français était toujours provisoire, par René de Pervelin et Jacques Sustel qui étaient chargés des colonies. C'est une appellation qui persiste. Elle persiste, pas simplement l'appellation, mais le système lui-même, parce que les pays qui ont adhéré à ce système, leur monnaie est convertie, enfin, tout leur, disons, les réserves d'or et les réserves de devises se retrouvent en France et que le billet lui-même, la monnaie, que ce soit le billet ou les pièces, sont fabriquées en France et en échange d'un taux d'intérêt très élevé. Aujourd'hui, 50% des recettes, toutes les recettes que gagnent ces pays-là qui ont adhéré au franc CFA sont obligatoirement mis en France. Vous vous rappelez que l'argent, c'est le nerf de l'économie. Oui. Si le franc CFA est toujours contrôlé par les Français, on voit à quel point l'avilissement, non seulement l'avilissement, mais aussi l'audace et l'affront et l'arrogance avec laquelle la France traite ces pays. Mais ce n'est pas simplement la faute de la France, il y a aussi la responsabilité des régimes qui ne veulent pas se soustraire de ce système. L'Algérie l'a fait, en 1964. Oui. Elle a immédiatement décidé de rompre avec le franc CFA et en plus la Mauritanie l'a fait. Donc il y a deux pays, sans oublier la Tunisie et le Maroc, qui se sont libérés de ce système parce que c'est un système totalement inique et totalement injuste. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, non seulement les retraits militaires qui sont importants, parce que retirer les armées et rester sous la coupe, sous la coupe du franc CFA et sur les richesses qui sont contrôlées par la France, c'est politiquement bon, mais ce n'est qu'une étape, mais il faudrait une nouvelle indépendance qui est monétaire pour atteindre la souveraineté pleine et entière. Sauf que le contexte a changé et justement, il y a un sentiment anti-français qui a été nourri par cette ingérence politique sur le plan politique, économique et même militaire de la France et qui pose actuellement problème à Hassan Qassimi. Oui, effectivement, si on doit parler de la présence française
En Afrique, c'est un peu l'histoire du colonialisme français sur le continent. Et là, l'histoire du colonialisme français sur le continent est une histoire jonchée de drames, jonchée de crimes. Et bien sûr, sur ces questions, nous devons absolument répondre à l'extrême droite française qui passe son temps à nous donner des leçons sur la dignité humaine, sur les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Vous devez savoir que ces personnes-là devraient absolument, avant de parler de nous, d'essayer de nettoyer ce qui se passe chez eux. En France, actuellement, c'est le désordre. Et bien sûr, la France, il faut le dire, a installé en Afrique, sur le continent africain, pendant plusieurs décennies, le désordre. Et les démons du désordre sont en train de rattraper actuellement la France, qui est, il faut le dire, un pays qui est ingouvernable. Maintenant, ingouvernable pour la simple raison que, parce que, il faut le dire, que l'Afrique a toujours constitué le poumon économique et financier du budget de la France. Maintenant, la France, que les pays africains commencent de manière un peu extensive à se détacher un peu de la France, on pourrait en parler dans le détail tout à l'heure, c'est que les ressources qui ont l'habitude d'être envoyées vers la France se tarissent de plus en plus. Maintenant, la France n'a plus les moyens de sa politique, n'a plus les possibilités d'adopter un budget pour répondre aux dépenses d'un pays où la dette pratiquement dépasse les 7600 milliards de dollars, qui est abyssal, et qui fait que ce pays est en train de s'effondrer. Et là, il y a tant besoin de l'Afrique des riches. Maintenant, vous savez, le concept de France-Afrique, c'est un concept qui revient souvent de manière répétitive et comme un rituel. Là, il faudra absolument expliquer un peu ce concept. C'est un concept qui n'a pas été choisi comme ça, de manière anodine. C'est un concept soft, parce que il ne faut pas parler de France-Afrique, il faut parler du colonialisme en Afrique. Parce que la France-Afrique, ce sont des mécanismes coloniaux qui ont été mis en place et qui assurent, dans l'histoire de la colonisation, de savoir qu'on est passé de la conquête à la domination. Bon, actuellement, la période nous sommes dans la période de domination du continent africain par la France, bien que nous assistons à, bien sûr, un mouvement collectif au sein de ce continent de se désaliéner, de retrouver son indépendance, de retrouver sa souveraineté, et cela ne se fait pas, bien sûr, de gaieté de corps. Vous avez à côté la France qui utilise une série d'artifices pour essayer de bloquer, il faut le dire, les stratèges français le disent clairement qu'il faudrait s'opposer à tout changement sur le plan international qui pourrait menacer les intérêts de la France sur le continent africain. Et là, comme nous avons souvent l'occasion d'écouter certains plateaux de télévision ou de radio françaises qui se sont spécialisés dans la propagande et la désinformation, reprochent au gouvernement et aux autorités locales africaines d'instrumentaliser le sentiment anti-français, et ils considèrent que ces autorités africaines sont en mal de légitimité et aussi qu'elles sont incapables de répondre, bien sûr, pour satisfaire les besoins de ces populations. Quelle que soit la situation que nous vivons actuellement, le plus important est que les pays africains, même si nous sommes dans des situations transitoires, extra-constitutionnelles, le plus important, c'est de remettre ces pays sur une trajectoire constitutionnelle, renforcer l'état de droit et surtout, couper les pans de la France-Afrique, couper les pans de l'influence néocoloniale, bien sûr française, sur le continent africain. Et là, on pourra peut-être expliquer tous les phénomènes qui sont en relation avec le recul de la France sur le continent africain. Et bien sûr, pourquoi pas, quand il y a recul du continent, de l'influence africaine, française en Afrique, cela veut dire qu'il y a une force motrice sur le continent africain qui est en train de repousser un peu tous ces effets pervers de domination du continent africain. Donc ce sont des problématiques qui sont importantes que nous pourrons peut-être aborder tout à l'heure. Seydi Kaba, donc ce sentiment anti-français a quand même poussé à ce qu'on vit actuellement. Il y a donc la France sommet de fermer ses bases au Sénégal, le Tchad qui dénonce justement les accords de défense avec la France. Est-ce que ce n'est pas cette diplomatie directive adoptée par la France qui est à l'origine de ce qu'on vit actuellement ? Ce rôle paternaliste.
Non, vous avez raison de le souligner. Vous savez, pour faire un peu de pédagogie, lorsque la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance, à part l'Algérie et la Guinée de Sékou Touré, les autres, l'indépendance s'est passée en douceur et la France a fait semblant de partir, mais elle n'est pas véritablement partie. Elle est restée, puisque comme vous savez, en 1973, il a été instauré le sommet Afrique-France à l'époque qu'on appelle le sommet France-Afrique qu'on appelle aujourd'hui Afrique-France. En 1973, le premier sommet a eu lieu et la France a continué avec la notion de précaré, c'est-à-dire les pays qui sont encore sous son influence malgré l'indépendance. Oui. Or, par la suite, avec les changements qu'il y a eu, sans doute la chute du mur de Berlin, les autres reconfigurations géopolitiques, l'Afrique a changé, mais la France n'a pas changé. Elle pensait être en posture de précaré et d'avoir encore sa terre à elle, où elle pouvait avoir une certaine hégémonie. Et ça a amené justement à cette forme de diplomatie verticale où on donne des injonctions à des chefs d'État africains pour qu'ils soient une sorte de sous-préfet dans leur propre pays. Malheureusement, je ne sais pas si c'est heureusement qu'il faut dire, en tout cas l'Afrique a évolué, de nouveaux compétiteurs sont venus, la Chine, la Turquie, les autres pays, et cette diversification a amené à mettre fin à cette forme d'hégémonie, oui, à cette forme de précaré. Malheureusement, la France n'a pas pris conscience de ce changement et a pensé qu'elle pouvait continuer à avoir une diplomatie verticale avec les pays. Or, depuis très longtemps, il y a aujourd'hui des opinions publiques en Afrique qui n'acceptent pas ce qui avait été accepté. Je donne un exemple. En novembre 2019, le président Macron avait annoncé à Bruxelles qu'il allait convoquer un sommet avec les chefs d'État du G5 Sahel. Oui. Or, aucun de ces chefs d'État n'avait été prévenu. Et les États, les opinions publiques se sont révoltées dans les pays. On dit à leurs chefs d'État, vous n'allez pas à cette convocation, vous n'êtes pas des sous-préfets. Et finalement, ils n'ont pas été. Donc, il y a cette évolution du continent africain avec une jeunesse qui n'accepte pas ce qui avait été accepté, avec des dirigeants qui, même s'ils veulent, ne peuvent plus accepter. Et c'est ça qui a amené à cette évolution. Donc c'est une jeunesse, c'est une nouvelle élite qui a percé en France. Et malheureusement, les gens ici en France essaient de considérer ça comme une sorte de sentiment anti-français. Oui. En réalité, il s'agit plus, c'est au-delà du sentiment. C'est une exigence de changement, c'est une exigence d'un nouveau rapport, c'est une exigence d'un nouveau paradigme dans les relations entre la France et l'Afrique. Et c'est ça qui est aujourd'hui en train de souffler. Le vent de souverainisme qui a amené à l'éviction de la France, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et ce vent de souverainisme est arrivé aujourd'hui au Tchad et au Sénégal. Oui. Kamal Bensari. Oui, justement, pour revenir à ce que la France avait déjà pris conscience de cette réalité, justement avec Chirac, lorsqu'il est parti en 2002 au Cameroun, dans une ville, il a fait des propos, il a tenu des propos qui ont choqué un petit peu le monde politique en France. Il y a aussi Sarkozy. Même bien avant, non, choqué dans le sens positif. Attention, il a pour la première fois un chef d'État qui admet, qui reconnaît que la France était là, était venue, avait pendant des années colonisé l'Afrique, elle avait pillé ses richesses, elle avait fait en sorte de maintenir cette réalité pendant des années, et aujourd'hui elle donne des leçons. Lui, il l'a fait à l'époque dans une posture de répondre à l'archevêché de Paris qui lui disait il ne faut pas aller faire rendre visite à ces pays parce qu'ils sont des pays qui sont non démocratiques, font preuve de mauvaise gouvernance et qui font preuve aussi d'atteinte aux libertés individuelles et surtout de culte. Donc voilà, donc Chirac avait pour la première fois révéler au monde entier le véritable visage de la France. Bien évidemment, il a essayé par tous les moyens de louvoyer pour maintenir une certaine politique dans laquelle il lance des développements. Il avait augmenté les budgets pour le fonds d'aide à l'Afrique, mais en même temps, les populations n'étaient pas encore prêtes, enfin n'étaient plus prêtes ou disposées à poursuivre, à subir le même diktat français, celui du pillage des richesses, et en même temps d'ingérence, souvent de manière violente. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Robert Gbagbo. Ils ont ramené un président, Alassane Ouattara, qui leur était totalement
inféodés, c'est là, voilà un exemple d'un sous-préfet. Donc c'était ces États-là, où au Mali aussi, donc en 2012, après le coup d'État, et puis il y a eu aussi les interventions militaires serbes dans les Balkans. Donc nous sommes dans une réalité qui a été aujourd'hui dénoncée, décriée. La France est ravalée par la population africaine dans tous les domaines. Donc, en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait cette même mise sur l'économie, sur les finances et sur les richesses. Aujourd'hui, certes, on a pris conscience que pour pouvoir être souverain, il faut se débarrasser de la force militaire qui constitue un danger. C'est le discours qui a été justement prononcé, expliqué par le président sénégalais, M. Faye, dans le fait qu'on ne peut pas être souverain alors qu'il y a une force étrangère dans ce pays. C'est la question de souveraineté. Elle ne se limite pas aux forces militaires. Elle s'étend à tous les autres aspects qui sont culturels, qui sont économiques, de manière d'éducation et tout. Donc c'est ça qui est remis aujourd'hui. On a de nouveaux joueurs en Afrique, c'est vrai. Il y a des pays, ce qui donne justement aux États africains une façon de manœuvrer. Donc on a des alternatives. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a aussi la Turquie qui est présente. Donc ces forces-là, ces nouveaux maîtres de jeu qui détiennent un petit peu les rouages économiques, quand on voit ce que la Chine a fait par rapport à la France, la Chine a fait énormément, notamment dans le domaine des infrastructures. Construire des routes, construire des hôpitaux, construire tout ce qui concerne la vie de tous les jours, comme les moyens de transport. Alors que la France, si je donne un exemple, qu'est-ce qu'elle a fait au Mali? Qu'est-ce qu'elle a fait au Niger? Donc, le Niger, donc Sidi Kaba a donné un exemple. On ne peut pas nier le fait que le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Donc il a une forte émigration qui quitte le pays parce qu'il y a une misère. Donc c'est malheureux de le dire, mais c'est le cas de nombreux pays. C'est cette réalité-là qu'aujourd'hui, les populations ainsi que les gouvernants du Niger ont compris. C'est pour ça ils ont adopté d'une manière anticonstitutionnelle. Mais je pense que la réalité a fait en sorte à ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Même si le président Bazoum a été élu d'une manière démocratique, bien sûr, mais il y avait un grand problème qui se posait, c'était les présences françaises militaires. Qui contrariaient le développement, qui contrarieraient la souveraineté. Et je pense que sur ce registre-là, que les Africains sont en train c'est-à-dire ceux qui sont concernés. Quand je dis les Africains, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Oui, il y a donc, vous avez parlé, Kamal Mansari, de cette morale à géométrie variable du pouvoir en France, qui soutient parfois des présidents et réprime d'autres. Hassan Qassimi, si on doit revenir sur la France, sur cette volonté de conserver son influence sur le continent, pourquoi, selon vous, cette volonté de vouloir rester? Certains experts disent que l'ex-puissance veut faire de cette région une arène pour montrer sa puissance. Si on doit revenir à des déclarations d'hommes politiques influents en France, je citerai celui de Sarkozy, qui avait dit que le franc CFA était existentiel pour la France. Vous devez savoir que la France, sans l'Afrique, la France, ce serait un État tout à fait médiocre et ce serait plus un grand pays, une grande puissance qui disposerait de grandes marges de manœuvre ou de grands leviers d'influence dans le monde pour en faire un pays actuellement qui est constitué comme une puissance sur le plan mondial. Donc, c'est des enjeux stratégiques très forts, très importants. La France, d'abord en Afrique, après les indépendances, souvenez-vous, durant les décennies 60, la France s'est toujours arrangée pour mettre en place une Pax Gallica. C'est-à-dire une Pax Gallica, c'est une paix qui s'exprime par la domination des territoires, par l'intermédiaire d'installations massives de bases militaires. Ce qui explique un peu la présence des bases militaires françaises sur le continent africain, et ce sont bien sûr des instruments de domination de territoire. Et là, sous la bannière de la lutte antiterroriste. Bien sûr, le terrorisme, on pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez. Le terrorisme est une production occidentale et qui a toujours servi d'instrument
de pénétration des territoires et de domination des terrains. On pourrait en parler du djihadisme, on pourrait parler, du terrorisme, mais là laissez-moi terminer, c'est que le paradoxe, le plus important, c'est que les pays francophones qui étaient sous colonie française, ce sont des pays riches, mais des populations qui sont très pauvres, parce qu'elles sont pillées par le colonialisme français qui pratiquement récupère toutes les richesses des pays africains. Et là, la France n'a pas vu toutes les évolutions qui se sont déroulées dans le temps sur le continent africain. C'est ce qui explique un peu l'effondrement de la France en Afrique. Et aussi, le deuxième point qui a un peu noirci la réputation de la France, c'est que la France a soutenu des tyrans et des autocrates pendant plusieurs décennies. Elle continue de le faire. Et elle continue à nous dire sur le plan international que la France est un pays des droits de l'homme, est un pays qui soutient la démocratie. Mais il faut savoir que c'est la France qui a combattu la démocratie et elle a tout fait pour empêcher que la démocratie s'installe sur le continent africain. Seydi Kaba, sur ce point, qu'est-ce qui motive justement cette volonté de la France de rester sur le continent, et est-ce que réellement la France a détruit la démocratie sur ce continent? Non, il est tout à fait exact que la France avait besoin de rester en Afrique parce qu'elle a besoin d'avoir le contrôle des matières premières des pays africains. Vous savez, la colonisation avait spécialisé les pays. Le Niger était devenu le lieu où on prenait l'uranium. Oui. Certains pays étaient des pays producteurs de l'huile d'arachide pour les besoins de la colonisation. D'autres pays étaient spécialisés. Il y avait des spécialisations de pays et ça profitait exploités par des magnats français également. Absolument, par des grandes entreprises françaises. Elf, vous savez, Elf qui est devenu Total aujourd'hui, avait la même mise sur le pétrole du Congo et du Gabon. Elf qui est devenu aujourd'hui Total. Donc il y avait cette présence militaire, cette présence économique profitait à la France, et la présence militaire aussi permettait d'apporter une sorte d'assurance vie à certains régimes. À l'époque, au Gabon, de Omar Bongo, vous savez, en 1964, lorsque Léon Mba a été renversé par l'armée gabonaise, c'est la France qui a fait le contre-coup d'État pour le rétablir. En Centrafrique, on sait ce qui est arrivé avec Bokassa et ce qui est arrivé en 1980 avec l'opération Barracuda, où c'est les parachutistes français qui sont venus avec David Dacko dans l'avion pour l'installer au pouvoir à Bangui. Il y a donc tous ces exemples que l'on peut donner pour montrer que la présence militaire française a eu une certaine importance pour son influence sur le continent, pour la protection aussi des régimes qui lui sont redevables, parce que si on vous protège, donc vous assurez les intérêts de celui qui vous garantit cette sécurité. Donc il y a tout cela, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette Afrique-là a changé. Oui. Rien ne peut plus être comme avant, et il faut que la France prenne acte de ce que l'Afrique a changé. Si elle veut encore continuer à être présente, je crois, sur le continent, il lui faudra réadapter ça, il faudra changer de paradigme, changer ses relations, la diplomatie verticale qui consiste à donner des coups de manteau, à donner des ordres. Cette diplomatie-là ne peut plus marcher dans l'Afrique de 2024. Donc il pourrait y avoir un effet boule de neige, Seydi Kaba? Non, à mon avis, plus rien ne peut être comme avant, nulle part. Oui. Même que ce soit au Gabon où aujourd'hui les deux bases principales qui existent sont le Gabon et la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de Djibouti parce que Djibouti c'est de l'autre côté, oui. Mais en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest après la fermeture du Tchad. Mais même là, les choses ne peuvent plus être comme avant. La volonté de changement va commencer à se traduire. Et au Gabon déjà, il y a quelques éléments qui exigent une réadaptation à défaut d'une fermeture de la base. Vous savez, les bases militaires ont toujours été considérées comme des vestiges de la colonisation. C'est pour ça que les jeunes, en même temps que le franc CFA, mais je précise que parmi les pays qui n'ont plus le franc CFA, il y a la Guinée de Sékou Touré qui n'a plus le franc CFA.
jusqu'à aujourd'hui, en Guinée, il n'y a plus de franc CFA. Mais les bases militaires et le franc CFA sont considérés par la jeunesse comme des vestiges de la colonisation. Je pense qu'après les bases, il y aura un débat sur le franc CFA. Il y a déjà quelques exigences des manifestations et à la suite de ces manifestations, il y a quelques réformes qui ont été amenées, mais le cordon ombilical n'a pas été encore coupé par rapport au franc CFA et je pense que les prochains jours vont nous édifier sur ces deux aspects-là. Kamal Mansari, à quel changement peut-on s'attendre face à tous ces développements qui interviennent sur le terrain? D'abord, sur le plan de la souveraineté, donc les pays là, au moins, ils ont la décision politique qui est la leur. Donc c'est déjà un pas important. Oui. La France a toujours accusé ces pays africains, non pas seulement la France, mais tout l'Occident, que les pays africains sont dirigés par des corrompus, que la démocratie n'existe pas, qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Mais les Africains ont toujours démontré qu'ils étaient prêts, justement, depuis longtemps, à faire preuve de bonne gouvernance. Donc il faut rappeler l'initiative NEPAD, initiée par 4 pays africains, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc c'était une initiative qui faisait destinée à faire quoi? Demander, c'est-à-dire préparer les conditions d'abord économiques sur le plan légal, sur le plan des juridictions, et en plus les conditions politiques pour justement arriver à conclure des accords avec les G7. C'était ça la première étape. Mais qu'est-ce qu'il y a eu en parallèle? Il y a eu des divergences, enfin il y a eu on a gagné du temps, donc à chaque fois, le seul problème qui était posé par les pays occidentaux, notamment la France et l'Italie, était justement la question de l'immigration clandestine. Ouais. Donc on a dévoyé le débat, au lieu d'aller chercher les raisons qui poussaient les jeunes à immigrer, à fuir leur pays, au péril de leur vie en traversant la Méditerranée, ils avaient posé la question des centres justement de filtrage pour choisir les bons immigrés ou les mauvais. Donc c'était un petit peu insultant et humiliant pour tous les pays. L'Algérie avait refusé donc, de jouer le jeu ou de participer à cette politique qui est absolument inadmissible sur le plan moral. Oui. Donc il y a eu cette réaction. Maintenant, qu'est-ce qui va changer surtout? Maintenant, il y a beaucoup de pays qui sont prêts à avoir des investissements au Tchad, au Niger, mais ils ont des exigences. Ils ne peuvent pas faire en sorte à ce que prendre le risque de faire de grands investissements dans un pays comme le Niger ou le Tchad ou le Mali avec une présence militaire et une menace constante sécuritaire. Oui. Il faut rappeler aussi que la France a agi sur plusieurs registres dans l'instabilité, pour provoquer une instabilité. Oui. D'abord avec les interventions directes, il y avait aussi des mercenaires. Il faut rappeler ce qu'a fait Bob Denard dans de nombreux pays, notamment aux Comores. Il y a aussi les groupes terroristes. Donc la France a toujours agité le spectre terroriste, mais elle a utilisé comme moyen pour aider, entre guillemets, les pays qui subissaient la foudre terroriste, mais en même temps, elle les alimentait, finançait le terrorisme à travers le paiement des rançons. Ça a été dénoncé plusieurs fois, notamment par l'ancienne ambassadrice de France à Bamako, Yann McKelly, qui avait accusé la France d'avoir payé un total de 17 millions d'euros pour justement maintenir en tant que rançon pour les groupes terroristes. Vous savez, lorsqu'on pose la question en français, ils disent « mais qui ne paye pas ?» Donc alors, si les autres payent, comme les Allemands qui ont payé pour la libération de leurs otages, les Suisses, les Autrichiens, nous payons aussi. Mais c'est une manière indirecte de financer ces groupes armés. L'Algérie s'est plainte de cette réalité, puisque la plupart des terroristes qui ont été libérés, notamment il y a quelques temps du Mali, se sont retrouvés en Algérie. Oui. Donc il y a cet aspect-là. Donc retrouver, il y a un changement sur le plan populaire, une adhésion. Mais le problème se situe aujourd'hui au niveau des politiques, des décideurs. Est-ce qu'ils ont le courage d'aller au-delà de l'aspect militaire, mais d'aller vers des négociations? On a vu la déclaration quand même courageuse du président sénégalais. Attention, ça reste de la politique. Nous sommes toujours dans la politique. Si M. Faye avait parlé de retrait, de remise en cause de l'accord de coopération militaire, il n'a pas dit « je veux le faire demain ». Et en même temps, veut un partenariat dépouillé de la présence militaire. C'est le même cas pour le Tchad. Ils sont contraints, ils ont parlé, mais ils font un petit peu preuve de sagesse en disant on reste
on reste toujours en relation économique avec la France dans tous les autres domaines, mais la présence française est mal vue. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire si la question du CFA est posée, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi les Africains se plaignent et restent appauvris? Oui. Parce que lorsque, par exemple, un pays, disons du Gabon, qui vend du pétrole, Oui. ce pétrole-là, les recettes sont versées en dollars, sont versées dans les caisses françaises, mais ils reviennent en francs CFA. Alors que le franc CFA, par rapport à l'euro, il fait 655. Vous imaginez les pertes, Oui. surtout dans le domaine des échanges. Et ça dure depuis plusieurs... Depuis 1945. Donc on est voici la réalité à laquelle est confronté l'Africain. Hassan Qassimi, donc les Africains assument et réclament haut et fort cette souveraineté et estiment qu'ils sont capables justement de résoudre leurs problèmes et d'arriver à des solutions. Vous savez que les Africains sont face à des défis existentiels à venir. Et là, malheureusement, il faut le dire, que la présence française sur le continent africain est encore très forte et que la France dispose de manœuvres et de leviers d'intervention très puissants. Vous devez savoir que la France dispose de 46 ambassades sur le continent africain, qu'elle dispose d'une organisation qu'on appelle la francophonie et qui lui permet d'intervenir sur le plan culturel, immatériel, et aussi pour essayer de mettre en place des relations de domination sur le plan de l'identité, sur le plan de la culture. Et bien sûr, ce sont tous ces mécanismes, et vous avez aussi le dernier maillon de la colonisation française en Afrique, c'est le franc CFA. Et là, je vais vous parler un peu de trois approches en matière future de la France dans ses relations avec le continent africain. D'abord, la première approche consistant à revenir sur le continent africain, et qui d'ailleurs n'a pas réussi, c'est l'approche un peu répulsive, de l'État répulsif français qui s'impose par la violence, en soutenant des autocrates et des dictateurs, et de faire évoluer cette approche vers une approche software plus acceptable, qui sera acceptée par les Africains. Donc la deuxième approche, nous avons celle d'essayer de maintenir, la France tentera d'essayer de maintenir cet équilibre entre les intérêts de la France en Afrique et la morale, et vous savez que dans cette équation, les intérêts ont toujours prévalu sur la morale, et on a vu ce qui s'est passé d'odieux sur le continent africain. La troisième approche néocoloniale française, c'est ce projet où il y a une alliance entre le Makhzen marocain et la France, de vouloir proposer aux États du Sahel un accès sur l'Atlantique, et c'est un peu une autre façon d'essayer de légitimer la colonisation du Sahara occidental et de mettre le continent africain devant le fait accompli. Maintenant, pour le continent africain et l'Union africaine, il y a bien sûr des défis qui sont en train de se mettre en place, et nous avons vu la dernière réunion qui s'est tenue à Oran de haut niveau, la 11e session. D'ailleurs, elle existe à l'initiative de l'Algérie depuis 2013, et il y a une feuille de route qui est mise en place en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, le radicalisme, en matière de développement et de croissance. Ce sont tous et aussi de construction de l'état de droit, de la résilience des institutions pour pouvoir faire face aux défis futurs du continent. Et ce sont toutes ces approches sur lesquelles l'Algérie est en train de militer de manière très forte, qui peuvent constituer une réponse aux défis actuels et futurs qui se posent à l'Afrique. Peut-être le dernier mot à M. Sédik Abba. Comment l'Afrique peut-elle justement s'affranchir de cette influence française sur le continent? Il faut renforcer, de mon point de vue, la coopération sud-sud. Vous avez parlé de relations entre l'Algérie et ses voisins maliens, nigériens. Je voudrais souligner ici qu'il y a un projet important entre le Niger et la Sonatra, la société algérienne du pétrole, qui consiste à mettre en valeur le pétrole qu'on a découvert dans le nord du Niger, dans la région d'Agadez et d'Ogadem. Et il est envisagé qu'on mette en exploitation ces puits de pétrole et que la Sonatra, société algérienne, accompagne le Niger dans l'exploitation pétrolière. Je prends cet exemple pour montrer que la coopération sud-sud est sans doute, à mon avis, la voie la plus idoine pour que les pays africains puissent se développer. On en parle sur le plan économique et sur le plan sécuritaire aussi.
On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci, Monsieur Sedi Kaba, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes universitaire et écrivain. Et vous êtes également président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci pour votre intervention. Vous étiez avec nous depuis Paris. Je remercie également Kamal Mansari, notre consultant, et Monsieur Hassan Qassimi. Merci pour votre intervention dans ce numéro de Décryptant. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivi. Très bonne soirée sur Canal Algérie.